Mon petit-fils de 7 ans s'est approché de moi dans la cuisine et a dit d'une voix claire, « Grand-papa, je peux parler. Ils mentent, et ils vont te faire du mal. » 10 minutes. C'est tout ce qu'il avait fallu après le départ de Derek et Amanda pour que le monde que je connaissais s'effondre comme un château de cartes mouillées. Je suis content de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez pour que je vois jusqu'où mon histoire est arrivée. La cuillère en bois que je tenais est tombée dans la casserole de sauce tomate avec un ploc sourd. Mes genoux ont tremblé. Pas à cause de l'arthrite qui me réveille certains matins, mais parce que pendant 2 ans, 2 années entières, on m'avait dit qu'Ethan ne pouvait pas parler. Mutisme sélectif sévère, avait expliqué Amanda avec ce ton professionnel qu'elle utilisait, comme si elle lisait un diagnostic dans un manuel médical. Traumatisme non résolu. Trop de stimulation aggrave son état. Il faut limiter les contacts. J'avais gobé chaque mot comme un poisson affamé mort à l'hameçon, parce que j'avais voulu y croire. Parce qu'après la mort de Margaret, j'avais besoin de croire que ma famille était encore intacte, que Derek prenait soin de moi à sa manière, que je n'étais pas complètement seul dans cette maison qui sentait encore son parfum de lavande dans les tiroirs. Maintenant, debout dans ma petite cuisine de cédar rapide qui sentait l'origan et le pain grillé, je regardais mon petit-fils, ses grands yeux gris, les mêmes que ceux de ma défunte Margaret, me fixant avec une intensité que je n'avais jamais vue chez un enfant de 7 ans. Ses petites mains tremblaient légèrement, serrées contre son jean délavé. Il portait un t-shirt rouge trop grand avec un dinosaure décoloré sur le devant, celui que je lui avais offert pour son 6e anniversaire. Le seul cadeau qu'on m'avait permis de lui donner cette année-là. La lumière du plafonnier, avec son abat-jour en verre dépoli que Margaret avait choisi chez Target il y a 15 ans, jetait des ombres douces sur son visage. J'ai remarqué pour la première fois des cernes sous ses yeux. Des cernes qu'un enfant de 7 ans ne devrait pas avoir. « Ethan !» J'ai murmuré, ma voix rauque comme du papier de verre. « Tu peux vraiment parler ?» Il a hoché la tête, rapide, nerveux. Puis il a regardé par-dessus son épaule vers la porte d'entrée, comme s'il s'attendait à ce que ses parents surgissent à tout moment, même si je les avais vus monter dans le Honda Civic argenté 20 minutes plus tôt, direction supposée Chicago pour une urgence professionnelle. Ils m'ont appris à ne jamais parler devant les autres, a dit Ethan, chaque mot articulé avec une clarté qui m'a transpercé le cœur. Depuis que j'avais 5 ans. Maman dit que si je parle, ils m'enverront loin et je ne te reverrai jamais. Je me suis laissé tomber sur la chaise en bois près de la table, celle qui grince toujours du côté gauche. La cuisine tournait légèrement. J'ai porté ma main à ma poitrine, où mon cœur cognait comme un marteau pneumatique. 58 ans, veuve depuis 3, technicien de maintenance à la retraite de Mercy Hospital, et je me retrouvais soudain dans un thriller dont je ne comprenais pas encore l'intrigue. Pourquoi? C'est tout ce que j'ai pu dire. Pourquoi te forcerait-il? Parce qu'il parle devant moi, a répondu Ethan en s'approchant. Il s'est assis sur la chaise en face de moi, ses petites jambes se balançant au-dessus du sol. Il pense que je ne peux pas répéter. Il parle de toi, grand-papa, de ta maison, de ton argent, de comment te faire déclarer. Il a froncé les sourcils, cherchant le mot. Sénile. C'est ça, sénile. Le mot est resté suspendu dans l'air comme une pierre sur le point de tomber. Ma maison. L'endroit où Margaret et moi avions élevé Derek, où chaque recoin portait encore son parfum de lavande et de biscuits au beurre. 340 000 $ de valeur selon la dernière estimation de la ville, payé intégralement après 32 ans de versements hypothécaires réguliers. Et mon compte d'épargne, 127 000 $ exactement, accumulé sou par sou, quart de travail par quart de travail, en réparant des tuyaux qui fuyaient et des systèmes de chauffage défaillants dans les sous-sols de l'hôpital. Derek, mon fils unique, l'enfant que j'avais porté sur mes épaules dans les parcs, à qui j'avais appris à faire du vélo sur Bowling Street, que j'avais accompagné à l'université même si ça signifiait travailler des doubles car pendant des mois. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? J'ai demandé, ma voix à peine plus forte qu'un souffle. Mes mains se sont agrippées au bord de la table, mes jointures blanchissant. Le bois était froid sous mes paumes, solide, réel. J'avais besoin de quelque chose de solide parce que tout le reste semblait se dissoudre autour de moi. Ethan a glissé de sa chaise et a couru vers le petit sac à dos bleu qu'il avait laissé près de la porte. Ses tennis usés faisaient un petit bruit sourd sur le linoléum beige. Ce linoléum que Margaret et moi avions installé nous-mêmes un samedi d'avril 1998, nos genoux douloureux et nos mains collantes, riant de notre maladresse. Il en a sorti un cahier à spirale usé, le genre qu'on achète chez Dollar General pour 99 cents. La couverture était couverte de dessins d'enfants, des fusées et des dinosaures tracés au crayon de couleur. Mais en regardant de plus près, j'ai vu autre chose. Des petites marques au coin de chaque page. Un système de numérotation. Ce n'était pas juste un cahier de dessin.
C'était un registre. J'ai tout écrit, a-t-il dit en revenant vers moi. Madame Henderson, ma voisine d'avant, elle m'a appris à écrire en secret. Avant qu'on déménage, elle disait qu'un jour j'aurais besoin de preuves. Mes mains tremblaient quand j'ai ouvert le cahier. L'écriture était celle d'un enfant, inégale, certaines lettres à l'envers, mais lisibles, et méthodique. Chaque page était datée. Chaque entrée commençait par une heure. 15 mars 2023, 21h34. Maman a dit au téléphone. Le vieux devient confus. J'ai commencé à planter les graines. Le docteur Morrison signera les papiers. Il me doit une faveur. 22 avril 2023, 19h15. Papa a dit, on aura besoin de la procuration, médicale d'abord. Ensuite la maison. Il fait confiance à Amanda. Il signera ce qu'elle y mettra devant le nez. 8 juin 2023, 14h02. Maman parlait à quelqu'un nommé Vincent. Elle a dit, j'ai déjà fait ça en Californie. C'est plus facile qu'on pense. Les vieux sont tellement seuls qu'ils croient n'importe quoi. Page après page. Date, heure, conversation. Pendant 2 ans, mon petit-fils avait documenté sa propre maltraitance et le complot contre moi avec la précision d'un détective. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Pas de tristesse. Pas encore. De rage. Une rage froide et claire qui a commencé dans mon ventre et s'est répandue comme de l'huile de moteur glacée dans mes veines. C'était la même rage que j'avais ressentie quand Margaret était morte, 3 ans plus tôt. Quand le cancer l'avait emporté en seulement 4 mois, me laissant dans cette maison trop silencieuse, avec un fils qui avait assisté aux funérailles puis était reparti à des moines le soir même, prétextant le travail. Margaret, Montmartre, elle aurait su quoi faire. Elle avait toujours su. Quand Derek avait 15 ans et qu'il avait commencé à fréquenter de mauvaises personnes, c'est elle qui avait patiemment, jour après jour, reconstruit sa confiance. Quand il avait eu son premier échec à l'université, c'est elle qui l'avait appelé tous les soirs pendant 2 semaines jusqu'à ce qu'il arrête de parler de tout abandonner. Si seulement tu étais là, Mar, j'ai murmuré intérieurement. Tu saurais comment sauver notre garçon de lui-même. Mais Margaret n'était pas là. Il n'y avait que moi. Un veuf de 58 ans avec de l'arthrite dans les mains et une pension de retraite modeste. Contre une femme qui avait déjà fait ça et qui savait exactement comment manipuler le système. Ethan, j'ai dit en refermant doucement le cahier. Est-ce que tes parents savent que tu as ça? Il a secoué la tête. Je le cache dans le double fond de mon sac à dos. Papa me l'a donné pour mon anniversaire. Il ne sait pas qu'il y a un compartiment secret. Un enfant de 7 ans, forcé au silence, transformé en espion dans sa propre maison, utilisé comme arme contre son grand-père. Ils ne vont pas à Chicago, n'est-ce pas? J'ai demandé. Non, a confirmé Ethan. Ils vont chez un notaire. Maître Patterson sur First Avenue. Maman a dit qu'il finalisait les papiers pour ta maison. Elle a dit qu'après ce week-end, tout serait prêt pour te faire signer. Maître Patterson. Je connaissais ce nom. Un avocat dont on parlait parfois au VFW, le genre qui prenait des raccourcis éthiques quand le prix était correct. Soudain, tout le week-end prenait un sens différent. L'urgence soudaine. Leur insistance inhabituelle pour que je garde Ethan. La première fois en 2 ans qu'il me le confiait seul. Il me testait. Ou pire, il créait un alibi. Un week-end où le pauvre grand-papa confus garderait son petit-fils muet, pendant que finalisait ma destruction financière. Grand-papa, la petite voix d'Ethan m'a ramené au présent. Tu me crois? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Ses cheveux châtains avaient besoin d'être coupés. Son t-shirt portait une tache de ce qui ressemblait à du jus d'orange. Ses tennis étaient usés, trop petites. Et ses yeux gris de Margaret, me suppliaient avec une vulnérabilité qui m'a brisé le cœur. Je me suis agenouillé devant lui, ignorant la protestation de mes genoux. J'ai pris ses petites mains dans les miennes, des mains d'homme de 60 ans, tachées par le travail, marquées par le temps. Je te crois, Ethan, chaque mot, et je te promets une chose. Ma voix était ferme maintenant, aussi solide que les fondations de cette maison. Plus jamais tu n'auras à te taire. Plus jamais. Il s'est jeté dans mes bras et a pleuré, de vrais sanglots qui secouaient ses petites épaules. Je l'ai serré contre moi, sentant la chaleur de son corps, le rythme de sa respiration. Mon petit-fils, vivant, parlant, terrorisé, et quelque part à Cedar Rapids, son père et sa belle-mère signaient probablement des documents qui allaient me voler tout ce pour quoi j'avais travaillé. Mais ils avaient fait une erreur. Une seule, mais fatale. Ils m'avaient laissé seul avec la seule personne qui connaissait toute la vérité. Quand les sanglots d'Ethan se sont calmés, je me suis levé et j'ai pris mon téléphone. Pas pour appeler Derek,
Pas pour confronter Amanda. Non. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur, celui d'un ami que je n'avais pas appelé depuis les funérailles de Margaret. Franck Delaney, 72 ans, avocat à la retraite, membre du VFW Post 2107. Un homme qui avait passé 40 ans à défendre des gens ordinaires contre des salauds en costume. Bob? Sa voix a répondu après 2 sonneries. Bon sang, ça fait combien de temps? Franck, j'ai dit en regardant Ethan qui s'essuyait les yeux avec sa manche. J'ai besoin d'aide, et je pense que j'ai besoin d'un détective. Il y a eu un silence. Puis, qu'est-ce qui se passe? Mon fils essaie de me voler ma maison, et il utilise mon petit-fils comme couverture. La voix de Franck a changé instantanément, passant du chaleureux au professionnel. Ne touche à rien. Ne signe rien. Je serai là dans 20 minutes. Et Bob? Oui? On va les détruire. Cette nuit-là, après qu'Ethan se soit endormi dans la chambre d'amis, celle qui avait été celle de Derek quand il était enfant, j'ai sorti une vieille boîte de documents du placard de ma chambre. Des factures payées, des relevés bancaires, des reçus, tout classé par année dans des chemises Manila, parce que Margaret avait insisté pour que nous gardions tout organisé. On ne sait jamais quand on aura besoin de preuves, Bobby, disait-elle toujours en rangeant méticuleusement chaque papier. Si seulement elle avait su à quel point elle avait raison. Franck était arrivé exactement 20 minutes après mon appel, comme promis. C'était l'une des choses que j'appréciais chez Franck Delaney. Quand il disait 20 minutes, c'était 20 minutes. Pas 25, pas bientôt. 20 minutes précises. Il était accompagné d'un homme plus jeune, la quarantaine, chemise à carreaux bleus et grises, jean de travail et regard acéré qui manquait rien. Thomas Reeves, je le connaissais de réputation. Ancien flic de Cedar Rapids qui avait quitté la police après avoir refusé de couvrir un collègue corrompu. Le genre d'homme qu'on veut dans son coin. Franck avait vieilli depuis les funérailles de Margaret. Ses cheveux blancs étaient plus clairsemés. Ses mains tremblaient légèrement quand il avait sorti son carnet. Mais ses yeux étaient toujours aussi vifs. Des yeux qui avaient vu 40 ans de mensonges dans les salles d'audience et qui savaient reconnaître la vérité quand elle leur faisait face. « Raconte-moi tout depuis le début », avait dit Franck en s'installant à ma table de cuisine, un carnet jaune légal devant lui et un stylo à la main. Le même genre de carnet qu'il utilisait déjà quand il m'avait aidé à réviser le testament de Margaret. Et ne laisse rien de côté. Les détails comptent. Thomas avait sorti un petit enregistreur numérique. Ça te dérange si j'enregistre? Strictement confidentiel, mais ça m'aide à ne rien oublier. J'avais hoché la tête, puis j'avais tout raconté. Lentement, chronologiquement. J'avais tout raconté. La mort de Margaret il y a 3 ans. Comment Derek et Amanda avaient déménagé à Cedar Rapids 6 mois plus tard, prétendument pour être plus proches de moi. Le diagnostic de mutisme sélectif d'Ethan. Les visites de plus en plus surveillées. Et maintenant, ce soir, la révélation. Thomas avait feuilleté le cahier d'Ethan avec l'attention d'un chirurgien examinant une radio. Ce gamin est minutieux. Date? Heure? Non. C'est utilisable en cours. Amanda Patterson, avait murmuré Franck en lisant une des entrées. Ce nom me dit quelque chose. Il avait sorti son téléphone et tapé rapidement. Puis son visage s'était durci. Bon sang. Amanda Patterson, née Cordova, recherchée en Californie pour fraude aux aînés en 2019. Elle a escroqué ses propres parents de 80 000 $ avant de disparaître. L'affaire n'a jamais été close parce qu'ils n'ont jamais pu la retrouver. Mon estomac s'est retourné. Derek, c'est difficile à dire, avait répondu Thomas. Mais ça change la donne. Ce n'est pas son premier rodéo. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Franck avait fermé son carnet. Voici ce qu'on va faire. Ce week-end, tu agis normalement. Tu gardes Ethan. Tu fais des activités de grand-père. Tu ne montres rien. Lundi matin, ils vont probablement essayer quelque chose, te faire signer des papiers, t'emmener voir un médecin complice. Comment tu sais ça? Parce que c'est la tactique classique. Ils créent une urgence médicale fictive. Le grand-père confus qui a eu un épisode pendant qu'il gardait l'enfant. Ils t'emmènent chez un médecin qu'ils ont dans leur poche, qui diagnostique un déclin cognitif. Et boum, procuration médicale justifiée. Franck avait tapoté la table. Mais on ne va pas les laisser arriver jusque-là. Thomas avait ajouté, « D'ici lundi matin, j'aurai un dossier complet. Antécédents d'Amanda, vérification des documents qu'ils ont déjà falsifiés, et je vais mettre un tracker sur leur voiture. Je veux savoir exactement où ils sont allés ce week-end. » Et Ethan? J'avais demandé, ma gorge serrée. « Ethan, » avait dit Franck doucement, « est la clé de tout.
Son témoignage, son journal, le fait qu'il peut parler normalement, tout ça prouve la maltraitance psychologique. Les services de protection de l'enfance vont vouloir être impliqués. Cette perspective m'avait glacé le sang. Ils vont lui retirer Ethan, probablement temporairement. Frank avait vu mon expression et avait levé la main. « Bob, écoute-moi. Si ce gamin reste avec Derek et Amanda après tout ça, ils vont le punir. Ou pire, il a besoin de protection. » Et franchement, il m'avait regardé droit dans les yeux. « Tu es le candidat parfait pour la garde temporaire. Grand-père aimant, maison stable, pas d'antécédents. C'est ce qu'Ethan veut, non ?» Je me suis souvenu de ses bras autour de mon cou, de ses sanglots. Oui, c'est ce qu'il veut. Alors c'est ce qu'on va obtenir. Le samedi matin, j'ai fait des pancakes. Ethan est descendu en pyjama, les cheveux ébouriffés, et s'est assis à la table comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Pas de silence tendu, pas de peur de parler. « Grand-papa » a-t-il dit en versant trop de sirop d'érable sur sa pile de pancakes. « Est-ce que je peux vraiment rester avec toi ?» Après tout ça, j'ai posé ma spatule et me suis assis en face de lui. « Si c'est ce que tu veux, je vais me battre pour ça. » C'est ce que je veux. Pas d'hésitation. Papa est pas méchant tout le temps. Mais maman, elle fait peur. Et elle fait faire des choses méchantes à papa. Qu'est-ce qu'elle fait qui te fait peur? Ethan a poussé son pancake avec sa fourchette. Elle crie jamais. C'est ça le pire. Elle sourit et elle dit des choses gentilles. Mais ses yeux sont froids. Et si je fais un bruit, même un petit, elle me regarde d'une façon qui... Il a frissonné. Et elle dit que si quelqu'un découvre que je peux parler, ils m'emmèneront et je vivrai avec des étrangers qui me feront du mal. Maltraitance psychologique. Terreur calculée. À 7 ans. Ethan, écoute-moi bien. J'ai attendu qu'il me regarde. Ta maman t'a menti. Personne ne va te faire du mal. Les adultes qui protègent les enfants sont gentils. Ils vont t'écouter. Et moi, je suis ton grand-papa. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Jamais. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais il a souri. Je sais. C'est pour ça que j'ai attendu qu'on soit seul. Je savais que tu me protégerais. On a passé le week-end comme un grand-père et son petit-fils devrait le passer. On est allé au parc Ellis, où Ethan a parlé sans arrêt en grimpant sur les structures de jeu, me racontant des histoires de dinosaures et de fusées spatiales avec l'enthousiasme d'un enfant qui a été privé de voix pendant 2 ans. Ses mots coulaient comme une rivière après la fonte des neiges, rapides, joyeux, parfois incohérents dans la précipitation. Et puis le tyrannosaure, grand-papa, il avait des dents longues comme ça, il écartait ses petites mains à une distance ridicule, et il pouvait mordre une voiture en 2. Enfin, s'il y avait eu des voitures à l'époque. Mais il n'y en avait pas, juste des plantes, et d'autres dinosaures. Est-ce que tu savais que le brachiosaure avait un cou tellement long qu'il pouvait manger les feuilles tout en haut des arbres sans même se fatiguer? Je l'écoutais, assis sur un banc vert écaillé, le soleil d'automne réchauffant mon visage. D'autres enfants jouaient autour de nous. Des mères surveillaient depuis les bancs voisins. Une scène tellement normale que j'en avais mal au cœur de penser aux 2 années volées à cet enfant. On est allé chez Dairy Queen où il a commandé lui-même son blizzard Oreo, sa petite voix claire mais encore un peu hésitante, comme si testait ce nouveau super-pouvoir qu'était la parole en public. « Je peux avoir un blizzard Oreo, s'il vous plaît ?» avait-il demandé à la caissière, une adolescente aux cheveux roses attachés en queue de cheval. « Bien sûr. Quelle taille? Bonhomme ?» Ethan m'avait regardé, incertain. J'avais hoché la tête. « Moyen ?» avait-il décidé avec un grand sourire. « Quel petit bonhomme poli ?» avait-elle dit en me regardant. « Vous avez de la chance. » C'est lui qui a de la chance. J'avais répondu, d'avoir enfin trouvé sa voie. Elle avait souri, pensant que je parlais métaphoriquement. Si seulement elle savait. Le soir, on s'était assis sur le canapé du salon, celui en tissu brun avec les coussins affaissés que Margaret avait toujours voulu remplacer mais que je n'avais jamais eu le cœur de jeter. Ethan s'était blotti contre moi, son poids chaud et réconfortant, et on avait regardé un documentaire sur les dinosaures. « Grand-papa » avait-il murmuré pendant une pause publicitaire. « Oui. Est-ce que papa va aller en prison ?» La question m'avait transpercé. J'avais pris une longue respiration. Je ne sais pas, bonhomme. Peut-être. Ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce que ça te rend triste? J'avais réfléchi à comment répondre honnêtement sans le blesser. Oui, parce que c'est mon fils et je l'aime toujours. Mais ce qu'il a fait était très mal. Et parfois, même quand on aime quelqu'un, on doit le laisser faire face aux conséquences de ses actes. Maman dit que les conséquences, c'est juste pour les faibles. Ces mots, dans la bouche d'un enfant de 7 ans,
m'avait glacé le sang. Non, Ethan. Les conséquences, c'est pour tout le monde. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Ta maman avait tort sur beaucoup de choses. Il avait hoché la tête contre ma poitrine. Je sais. Si seulement elle savait. Le dimanche après-midi, Thomas m'a appelé. Bingo. Ils ont passé 4 heures hier chez Maître Patterson. J'ai un contact qui travaille dans l'immeuble. Ils sont ressortis avec une grosse enveloppe. Procuration médicale, procuration financière, formulaire de tutelle. Tout prêt pour ta signature. Qu'est-ce qu'on fait? Demain matin, 9 heures. Sois prêt. Ils vont t'appeler pour une urgence. Probablement un rendez-vous médical impromptu. Tu y vas. Ethan reste avec un de mes associés, dans un endroit sûr. Et on déclenche tout. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis resté assis dans le fauteuil de Margaret près de la fenêtre du salon, regardant les lumières de Cedar Rapids clignoter dans l'obscurité. Quelque part là-bas, mon fils dormait à côté d'une femme qu'il avait transformée en criminelle. Quelque part, un petit garçon avait passé 2 ans de sa vie à vivre dans la terreur et le silence. À 6h42 lundi matin, mon téléphone a sonné. « Derek, papa ?» Sa voix sonnait inquiète. « Pratiquez. On a un problème. Le docteur Morrison peut te voir ce matin à 9h. C'est urgent. Amanda et moi, on a remarqué certaines choses ce week-end, on s'inquiète pour ta santé. Docteur Morrison, le nom du cahier d'Ethan, le médecin qui devait signer les papiers. Qu'est-ce que vous avez remarqué? J'ai demandé, gardant ma voix confuse, fragile. On en parlera là-bas. Papa, c'est juste une précaution. On passe te chercher à 8h30, d'accord? D'accord, fiston. J'ai raccroché et j'ai envoyé un texto à Franck. C'est parti. À 8h15, un SUV noir s'est garé devant ma maison. Thomas en est sorti avec une jeune femme en tailleur. Lisa Chen, travailleuse sociale des services de protection de l'enfance. Ethan, j'ai dit doucement. Le petit était assis sur le canapé, son cahier serré contre sa poitrine. Tu vas aller avec Madame Chen pendant quelques heures. Elle va te poser des questions. Dis-lui la vérité, tout ce que tu m'as dit à moi. D'accord? Tu reviendras me chercher? Dès que je peux. C'est promis. Lisa s'est agenouillée devant lui. Ethan, je suis Lisa. J'aide les enfants. Personne ne va te faire de mal. On va juste parler, toi et moi, et peut-être manger des beignets. Tu aimes les beignets? Pour la première fois depuis que je le connaissais vraiment, Ethan a souri à un étranger. Oui, les glacés au chocolat. Moi aussi. Elle lui a tendu la main. On y va? Il a regardé vers moi une dernière fois. J'ai hoché la tête. Il a pris la main de Lisa et est sorti. À 8h30 précise, la Honda Civic argentée de Derek s'est garée dans mon allée. Derek et Amanda en sont sortis, tous les deux habillés professionnellement. Amanda portait un chemisier crème et une jupe marine. Derek, un polo et un pantalon kaki. Ils ressemblaient à des enfants inquiets venus aider leur père âgé. Parfait. Papa, Derek m'a serré dans ses bras. Comment tu te sens? Bien, je pense. Fatigué. Amanda a souri, ce sourire que j'avais vu 1000 fois et qui maintenant me donnait la chair de poule. C'est normal, Bob. C'est pour ça qu'on veut juste vérifier. Où est Ethan? Il dort encore. Le pauvre était épuisé hier. On le prendra après. Derek a mis sa main dans mon dos, me guidant vers la voiture. Le docteur Morrison nous attend. Le cabinet du docteur Morrison était dans un petit centre médical sur Edgewood Road. Salle d'attente générique avec des chaises en plastique beige, magazines périmés éparpillés sur une table basse rayée, odeur de désinfectant au citron qui essayait de masquer autre chose, quelque chose de plus ancien et moins plaisant. Une réceptionniste d'une 50aine d'années, cheveux teints en auburn, lunettes en demi-lune, nous a fait entrer immédiatement, ce qui aurait dû être mon premier indice. Personne n'entre immédiatement chez un médecin. Pas à Cedar Rapids. Pas un lundi matin. Mais Derek et Amanda jouaient leur rôle à la perfection. Derek tenait mon coude comme si j'étais fragile, comme si je pouvais tomber à tout moment. Amanda marchait de mon autre côté, son parfum trop fort, floral et chimique, remplissant le couloir étroit. « Par ici, Monsieur Henderson », avait dit la réceptionniste avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Docteur Morrison était un homme dans la 50aine, bedonnant, lunettes en écaille, une calvitie qu'il essayait de cacher en ramenant ses cheveux grisonnants sur le côté. Il portait une blouse blanche qui avait vu des jours meilleurs, avec une tache de café près du bouton du milieu. Ses mains étaient molles et moites quand il m'a serré la main. « Monsieur Henderson, asseyez-vous. »
Il m'a indiqué une chaise en cuir craquelé devant son bureau encombré. Des diplômes encadrés couvraient un mur, mais je n'ai pas pu vérifier leur authenticité. Votre fils m'a fait part de certaines préoccupations. Derek a commencé son numéro, se penchant en avant, les mains jointes, l'image même de l'inquiétude filiale. Papa a eu des trous de mémoire ces derniers mois. Des petites choses au début. Il oublie où il a mis ses clés. Il me demande la même question 2 fois dans la même conversation. Mensonge. Chaque mot sortant de sa bouche était un mensonge soigneusement construit. Et la semaine dernière, Amanda a ajouté, sa voix tremblant juste ce qu'il fallait. Il a essayé de payer sa facture d'électricité 2 fois. Quand je lui ai fait remarquer, il s'est mis en colère. Il a dit que je mentais. Ça ne lui ressemble pas du tout. Bob est normalement si calme, si rationnel. Je les regardais tous les deux, ces 2 personnes qui me volaient ma vie avec des sourires et des faux tremblements dans la voix, et je devais me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas exploser. Frank m'avait dit de rester calme, de les laisser se pendre avec leurs propres mensonges. On s'inquiète vraiment, Derek a répété, et j'ai vu une vraie émotion passer sur son visage. Pas de l'inquiétude pour moi, de l'inquiétude que son plan ne fonctionne pas. Le docteur Morrison hochait la tête comme une poupée à ressort. « Monsieur Henderson, pouvez-vous me dire quel jour nous sommes ?»« Lundi 6 novembre 2023. »« Qui est le président ?»« Joe Biden. »« Comptez à rebours de 100 par 7. »« 100, 93, 86, 79. » Chaque réponse était correcte. Je le voyais dans ses yeux. Mais ça n'avait pas d'importance. Ce n'était pas un vrai examen. C'était une performance pour les documents. Il a fini par dire « Monsieur Henderson, vous semblez fonctionnel en surface, mais il peut y avoir des déclins subtils. Je recommande qu'on établisse une procuration médicale, juste au cas où. » Une procuration, j'ai demandé, jouant le confus. Derek s'est penché vers moi. Ça veut juste dire que si tu ne peux pas prendre de décision médicale, je peux le faire pour toi. C'est une précaution. Papa. Amanda a sorti une enveloppe de son sac. On a déjà fait préparer les papiers par notre avocat. Pour te faciliter les choses. Tu as juste à signer ici, ici et ici. Elle a posé les documents devant moi. Procuration médicale durable. Procuration financière générale. Formulaire de tutelle volontaire. Ma signature. 3 fois, et je perdrai tout. J'ai pris le stylo. Ma main tremblait. Pas de peur. De rage contenue. Avant que je signe, j'ai dit doucement, posant le stylo sur le bureau avec un petit claquement qui a résonné dans le silence, « J'ai une question. » Ma voix était calme. Trop calme. Le genre de calme qui précède une tempête. Derek a souri, ce sourire rassurant qu'il utilisait depuis qu'il était adolescent quand il essayait de me convaincre de quelque chose. « Bien sûr, papa. »« Quoi ?» Il s'est même penché vers moi, la main tendue comme pour toucher mon épaule dans un geste de réconfort. J'ai écarté sa main. « Pourquoi vous n'avez jamais mentionné qu'Amanda est recherchée en Californie pour fraude aux aînés ?» Le silence qui a suivi était si total qu'on aurait pu entendre une mouche respirer. L'air conditionné a cliqué quelque part dans le mur. Une horloge murale marquait les secondes. Tic, tic, tic. Chaque seconde durait une éternité. Le visage d'Amanda est devenu blanc comme de la craie. Pas pâle, blanc, comme si tout son sang s'était soudainement vidé de son visage et avait laissé derrière lui un masque de cire. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Derek a cligné des yeux rapidement, 3 fois, 4 fois, comme s'il essayait de redémarrer son cerveau. « Quoi ?» Le mot est sorti étranglé, aigu. « Papa, qu'est-ce que tu ?» Amanda Patterson, née Cordova. J'ai continué, ma voix gagnant en force et en clarté. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert une photo que Thomas m'avait envoyée ce matin. Un article de journal du Sacramento Bee daté de 2019. 80 000 $ volés à tes propres parents entre mars et août 2019. Richard et Elena Cordova, résidents de Sacramento. Ils ont déposé une plainte. Elle est toujours active. Le mandat aussi. J'ai fait glisser le téléphone sur le bureau vers le docteur Morrison, qui regardait l'écran avec une expression de panique grandissante. Vous étiez au courant de ça, docteur, quand vous avez accepté de signer de faux documents médicaux pour elle? Le docteur Morrison s'est levé si brusquement que sa chaise a heurté le mur derrière lui. Je ne... Sa main tremblait en essuyant la sueur de son front. Amanda s'est levée aussi, son sac à main serré contre sa poitrine comme un bouclier. Derek, on s'en va. Maintenant. Sa voix avait perdu toute douceur. C'était du métal froid maintenant.
Du métal et de la peur. Asseyez-vous. La voix venait de la porte, profonde et autoritaire. Frank Delaney était là, remplissant l'embrasure de son mètre 85, accompagné de 2 policiers en uniforme de la ville de Cedar Rapids et de Thomas Reeves qui tenait un dossier épais sous le bras. L'officier Johnson, je le connaissais. Il venait parfois au VFW le vendredi soir. Un bon gars, la quarantaine, père de 3 enfants. Son partenaire était plus jeune, peut-être 25 ans, la main déjà sur son arme de service, pas parce qu'il s'attendait à de la violence, mais par pur entraînement. Le docteur Morrison a essayé de sauver la face, se redressant, gonflant sa poitrine. « Qu'est-ce que... C'est mon cabinet. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça. J'ai des patients. Des droits. » Docteur James Morrison, a dit l'officier Johnson en sortant ses menottes, le métal cliquetant doucement. Vous êtes en état d'arrestation pour complicité de fraude, falsification de documents médicaux et conspiration en vue de commettre une escroquerie aux personnes âgées. Vous avez le droit de garder le silence. Les mots familiers de la mise en garde ont rempli la pièce. Derek était debout, les mains levées dans un geste de reddition ou de confusion. Je ne savais pas. Attendez. Attendez 1 minute. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est une erreur. Papa, dis-leur que c'est une erreur. Il me suppliait. Mon fils de 35 ans me suppliait de le sauver du désastre qu'il avait lui-même créé. Derek Henderson, a continué le 2e policier, s'approchant avec ses menottes prêtes, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de fraude aux aînés, conspiration en vue de commettre une escroquerie et complicité de maltraitance d'enfants. Le dernier chef d'accusation a frappé Derek comme une gifle physique. Maltraitance d'enfants? De quoi vous? Ethan? Sa voix est montée d'1 octave. Qu'est-ce que vous racontez? Amanda Patterson, le premier policier, s'est tourné vers elle. Son visage était maintenant un masque de pierre, tous les prétextes de gentillesse évaporés. Vous êtes également en état d'arrestation. Et il y a un mandat actif de Californie qui vous attend. Vous n'irez pas loin cette fois. Amanda a regardé Derek avec une fureur glacée qui aurait pu geler l'enfer lui-même. Ferme ta bouche, a-t-elle sifflé entre ses dents serrées. Ne dis rien sans avocat. Rien. Tu m'entends? Mais Derek me regardait, et dans ses yeux j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. De la peur. De la vraie peur. Pas la peur d'être pris, mais la peur de ce qu'il était devenu. Papa, on voulait juste... Sa voix s'est brisée, et soudain ce n'était plus un homme de 35 ans devant moi. C'était le garçon de 12 ans qui était rentré à la maison en pleurant parce qu'il avait échoué à son examen de mathématiques. Le garçon à qui Margaret et moi avions dit que l'échec n'était pas une fin mais une leçon. Sauf que cette fois, l'échec avait un coût. Un coût mesuré en années de prison et en confiance détruite. Me voler ma maison? Ma voix était calme. Trop calme. Le genre de calme qui vient quand on a pleuré toutes ses larmes en privé et qu'il ne reste que la vérité. Me faire déclarer sénile pour me prendre tout ce que ta mère et moi avons construit? Terroriser ton propre fils pendant 2 ans pour qu'il serve de couverture à tes crimes? Les mots restaient suspendus dans l'air comme des accusations tangibles. Ethan ne peut pas parler, a dit Amanda automatiquement, un dernier effort désespéré pour maintenir le mensonge. Il parle parfaitement bien, a coupé Frank, ouvrant son dossier en sortant une clé USB qu'il a tendue à l'officier Johnson. Et il a documenté chaque conversation qu'il a entendue pendant 2 ans. Date, heure, nom, montant d'argent. Tout. Ce gamin a la mémoire d'un ordinateur et l'honnêteté que ses parents ont oubliée. Il y a aussi ça, Thomas a ajouté, sortant son propre téléphone et lançant une vidéo. Sur l'écran, Ethan était assis dans ce qui ressemblait à une salle d'interrogatoire confortable, avec Lisa Shen à ses côtés. Il parlait clairement, calmement, racontant sa vie des 2 dernières années avec une précision qui donnait froid dans le dos. Derek s'est effondré. Pas physiquement, pas comme dans les films où les gens tombent par terre. Mais quelque chose en lui s'est éteint. Ses épaules se sont affaissées. Son regard s'est vidé. Ethan peut parler, a-t-il murmuré, comme si c'était la première fois que cette réalité le frappait vraiment. Depuis quand? Depuis toujours, j'ai dit doucement. Vous l'avez juste terrorisé au silence. Ils ont été emmenés menottes au poignet. Amanda gardait la tête haute, refusant de montrer quoi que ce soit. Derek pleurait. Dans le parking, après que les voitures de police soient parties, je me suis effondré sur un banc. Frank s'est assis à côté de moi. Comment tu te sens? Comme un père qui vient de faire arrêter son fils. Tu as fait la bonne chose. Je sais. Et je le savais. Mais ça faisait quand même mal comme si on m'arrachait un membre. Thomas s'est approché. Lisa Shen a appelé. Ethan va bien.
Il a parlé pendant 2 heures. Elle dit qu'elle n'a jamais vu un enfant aussi articulé et détaillé dans un témoignage. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Audition d'urgence demain pour la garde temporaire. Avec le dossier qu'on a, tu l'obtiendras. Amanda va probablement être extradée en Californie après le procès ici. Derek, Thomas a haussé les épaules. Ça dépend de combien il coopère. Frank a ajouté. Le procureur pense qu'Amanda a tout orchestré, que Derek a suivi. Si Derek témoigne contre elle et accepte un accord, il pourrait s'en tirer avec de la probation et des services psychiatriques obligatoires. Et Ethan? Il aura besoin de thérapie. Beaucoup. Thomas a posé sa main sur mon épaule. Mais il a quelque chose que beaucoup d'enfants traumatisés n'ont pas. Un adulte qui l'aime inconditionnellement et qui se bat pour lui. Ça fait toute la différence. Le lendemain, au tribunal du comté de Lynn, j'étais assis dans une salle d'audience qui sentait le vieux bois ciré et la nervosité humaine. Le genre d'odeur qu'aucun système de ventilation ne peut éliminer complètement, parce qu'elle vient de décennies de peur, d'espoir et de jugement qui changent des vies. Les bancs étaient en chêne sombre, polis par des générations de mains anxieuses. La lumière entrait par de hautes fenêtres, créant des rayons poussiéreux qui semblaient solides dans l'air immobile. Ethan était avec Lisa Shen dans une salle séparée, quelque part dans ce bâtiment de pierre grise qui servait de temple à la justice. Frank était assis à côté de moi, son costume brun impeccable, ses mains croisées sur son dossier. De l'autre côté de l'allée centrale, les chaises étaient vides. Derek et Amanda avaient leurs propres problèmes maintenant, leurs propres audiences. La juge, l'honorable Patricia Whitmore, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris court coupés avec une précision militaire, est entrée à 9 heures précises. Elle portait sa robe noire avec l'autorité de quelqu'un qui a passé 30 ans à trancher dans les mensonges pour trouver la vérité. Ses lunettes à monture devraient refléter la lumière quand elle s'est assise et a ouvert le dossier devant elle. Le silence était absolu. On aurait pu entendre une aiguille tomber sur le sol de marbre. Elle a lu le dossier pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Chaque page tournée faisait un petit bruit sec. Je voyais ses sourcils se froncer, se lever, se froncer à nouveau. À un moment, elle a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux, et j'ai cru voir un éclair d'émotion traverser son visage professionnel. « Monsieur Henderson » a-t-elle finalement dit, reposant ses lunettes et me regardant par-dessus. J'ai rarement vu une documentation aussi exhaustive dans un cas de protection d'enfants. Elle a tapoté le dossier avec son index. « Le journal de votre petit-fils est ?» Elle a cherché le mot, troublant et remarquable à la fois. « Il est intelligent, votre honneur. » J'ai dit, ma voix plus ferme que je ne m'y attendais. Très intelligent. Visiblement. Elle a feuilleté quelques pages. Mutisme forcé, isolement psychologique, utilisation d'un mineur comme témoin involontaire dans un complot criminel, privation d'éducation appropriée. Elle a levé les yeux. « Monsieur Henderson, vous demandez la garde temporaire de votre petit-fils Ethan Henderson, âgé de 7 ans. »« Oui, votre honneur. C'est ce qu'Ethan veut, et c'est ce que je veux. » Elle s'est penchée en arrière dans son grand fauteuil de cuir. « Vous avez 58 ans, vous êtes veuve depuis 3 ans, vous vivez avec une pension de retraite de 1800 $ par mois. » Elle a consulté ses notes. « Vous comprenez que la garde d'un enfant de 7 ans est financièrement et physiquement exigeante, que cet enfant aura besoin de thérapie intensive, de soutien scolaire pour rattraper ce qu'il a manqué, d'une stabilité à long terme. » Chaque question était un test. Je le comprenais. Elle ne voulait pas placer un enfant traumatisé avec quelqu'un qui ne pourrait pas tenir le coup. J'ai élevé mon fils seul après que ma femme soit tombée malade quand Derek avait 12 ans. Je sais ce que c'est, et je ferai tout ce qu'il faut. Elle a hoché la tête. Le rapport de Madame Shen est élogieux. Elle recommande fortement le placement chez vous. Elle a signé un document. Garde temporaire accordée à Robert Henderson pour une durée de 6 mois, avec révision. Service de thérapie pour l'enfant obligatoire. Visite parentale à déterminer selon l'évolution de l'affaire criminelle. Elle a frappé son marteau. Bonne chance, monsieur Henderson. Cet enfant a de la chance de vous avoir. Quand je suis sorti de la salle d'audience, Ethan attendait avec Lisa. Dès qu'il m'a vu, il a couru vers moi et je l'ai attrapé dans mes bras. « Je reste avec toi ?» a-t-il demandé contre mon épaule. « Tu restes avec moi ?» Les 3 mois qui ont suivi ont été les plus difficiles et les plus gratifiants de ma vie. Ethan a commencé la thérapie 2 fois par semaine avec le docteur Sarah Winters, une psychologue spécialisée dans les traumatismes infantiles. Les premiers jours, il se réveillait en pleine nuit, paniqué, croyant qu'on allait le séparer de moi. « Grand-papa » sa petite voix traversait le couloir. « Tu es encore là ?»« Je suis encore là. »« Bonhomme. »
Toujours. Il s'inscrivait à l'école élémentaire Franklin en janvier. Le directeur, M. Patterson, sans lien avec l'avocat véreux, m'avait convoqué pour une réunion. Monsieur Henderson, j'ai lu le dossier d'Ethan. C'est une situation inhabituelle. Il est un enfant intelligent qui a été privé d'éducation appropriée pendant 2 ans. Les tests montrent qu'il a 2 ans d'avance en lecture et en mathématiques. Monsieur Patterson a souri. Votre petit-fils est exceptionnellement brillant. On va s'assurer qu'il ait tout le soutien dont il a besoin. Le premier jour d'école, Ethan était nerveux. Et s'ils ne m'aiment pas, ils vont t'adorer. Parce que tu es intelligent, gentil et brave. À 3h20, je l'attendais devant l'école avec les autres parents et grands-parents. Ethan est sorti en courant, son sac à dos rebondissant. « Grand-papa, j'ai parlé à tout le monde. Et la maîtresse dit que je peux aider avec les maths parce que c'est déjà les multiplications. » Voir sa joie, sa liberté, ça valait tout. Le procès a eu lieu en mars. Derek avait accepté un accord. Il a témoigné contre Amanda, racontant comment elle l'avait manipulé, promettant qu'avec mon argent, il pourrait enfin vivre confortablement. Comment elle avait l'expérience de ce genre d'escroquerie. Elle disait que c'était facile. A témoigné Derek, les yeux baissés, que mon père était seul, vulnérable, que ça ne lui ferait même pas mal parce qu'il ne saurait jamais ce qui se passait. Sa voix s'est brisée. Je suis tellement désolé. Papa, je ne lui ai pas pardonné. Pas encore. Peut-être jamais complètement. Mais j'ai hoché la tête, parce que c'était mon fils, et quelque part sous les mauvaises décisions et la faiblesse, il y avait encore le garçon que j'avais élevé. Amanda a été condamnée à 8 ans de prison fédérale. Après sa peine, elle serait extradée en Californie pour faire face aux charges là-bas. Derek a reçu 5 ans de probation, 1000 heures de service communautaire et l'obligation de suivre une thérapie. Il a perdu ses droits parentaux sur Ethan. « Est-ce que c'est ce que tu veux ?» m'avait demandé le juge en privé. « L'adoption permanente. » Si Ethan le veut. On avait demandé à Ethan, en présence du docteur Winters. « Tu veux que grand-papa soit légalement ton papa ?» Ethan avait réfléchi sérieusement. « Il est déjà mon papa dans mon cœur. Mais oui, je veux que ce soit officiel. » En juin, 6 mois après cette nuit où Ethan avait parlé pour la première fois, j'étais de nouveau au tribunal. Cette fois, pour finaliser l'adoption. La juge a souri. « Ethan Robert Henderson, bienvenue officiellement dans votre nouvelle vie. » Ethan a serré ma main. « Merci, papa. »« Papa, plus grand-papa. »« Papa. » On est rentré à la maison, celle qui était maintenant vraiment notre maison, et Ethan a couru dans le jardin où on avait installé une balançoire la semaine précédente. Je me suis assis sur les marches du porche, regardant ce petit garçon se balancer de plus en plus haut, riant aux éclats. Frank est passé ce soir-là avec une pizza. « Comment ça va, le nouveau papa ?» Terrifié, épuisé, plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. Margaret serait fière. Je l'ai cru, parce que quelque part, je sentais qu'elle savait, qu'elle avait toujours su qu'un jour, Ethan aurait besoin de moi autant que j'avais besoin de lui. Ethan est sorti en courant. « Papa, Madame Chen est là. » Lisa Chen descendait de sa voiture, un grand sourire aux lèvres. Visite de suivi, mais officieuse. Je voulais juste voir comment vous alliez. « On va bien, » a dit Ethan. « Papa m'aide avec mon projet scientifique. On construit une fusée. » Une petite fusée, j'ai précisé. Très petite. Lisa a ri. « Ethan, tu sais quoi? L'école m'a dit que tu as fondé quelque chose. Un club? » Ethan a hoché la tête avec enthousiasme. « Le club de la vérité. C'est pour que les enfants sachent qu'ils peuvent parler s'ils ont peur de quelque chose. Qu'ils n'ont pas à garder des secrets qui leur font du mal. C'est extraordinaire. C'est papa qui m'a appris. Il dit que la vérité est plus forte que les mensonges. Toujours. » Cette nuit-là, après qu'Ethan se soit endormi, j'ai sorti le cahier à spirale usé de son ancien sac à dos. Je l'ai feuilleté une dernière fois, lisant ses entrées qui avaient sauvé nos 2 vies. Puis je l'ai rangé dans une boîte avec les documents du procès, les papiers d'adoption, et une photo prise le jour où tout était devenu officiel. Ethan et moi devant le tribunal, son sourire illuminant toute l'image. Un jour, quand il serait plus grand, il pourrait vouloir se souvenir. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il choisirait de laisser cette partie de sa vie derrière lui. Mais moi, je n'oublierai jamais. Le petit garçon qui avait trouvé le courage de parler. Qui m'avait sauvé en se sauvant lui-même. Qui m'avait donné une raison de me battre quand je ne savais même pas que j'étais attaqué. Maintenant, je suis curieux de vous qui écoutez mon histoire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous.
Et pendant ce temps, je laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les favorites de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. 3 ans ont passé depuis cette nuit où Ethan a parlé pour la première fois dans ma cuisine. Il a maintenant 10 ans, et parfois je dois lui dire de se taire un peu parce qu'il parle tellement qu'il oublie de respirer. Il pose des questions sur tout, lit des livres au-dessus de son niveau scolaire et rêve d'être astronaute ou détective. Il change d'avis chaque semaine. Le club de la vérité qu'il a fondé à l'école Franklin compte maintenant 23 membres. 2 enfants ont utilisé le club pour révéler des situations de maltraitance à domicile. 2 enfants qui ont maintenant l'aide dont ils ont besoin. Ethan en est incroyablement fier. Derek vit à des moines maintenant. Il a terminé sa probation et travaille comme conseiller dans un centre de réadaptation. On se parle au téléphone 1 fois par mois. Les conversations sont courtes, maladroites. Il demande toujours comment va Ethan. Je lui dis toujours la vérité. Il est heureux. Derek, vraiment heureux. Il y a du silence. Puis, c'est bien, papa, c'est tout ce qui compte. Un jour, peut-être, il y aura un chemin vers le pardon. Mais pas encore. Les blessures sont encore trop fraîches. Amanda purge sa peine à la prison fédérale de Victorville en Californie. Elle n'a jamais essayé de contacter Ethan. Peut-être que c'est sa seule vraie bonté. Margaret me manque toujours. Surtout le soir, quand Ethan dort et que la maison devient silencieuse. Mais je sens qu'elle est là, d'une certaine façon. Dans le rire d'Ethan, dans sa gentillesse, dans ses yeux gris qui sont exactement les siens. Elle serait fière de toi, je lui ai dit un jour. Grand-maman? Il appelle toujours Margaret grand-maman, même s'il ne l'a jamais connue. Pourquoi? Parce que tu as été courageux quand personne ne t'avait appris à l'être. Parce que tu as choisi la vérité quand le mensonge était plus facile. Il a réfléchi à ça. Papa, est-ce que tu aurais été courageux sans moi? La question m'a frappé au cœur. Je ne sais pas, bonhomme, mais je sais qu'ensemble, on est plus fort. Comme une équipe. Exactement comme une équipe. Hier soir, on était assis sur le porche, regardant les lucioles danser dans le jardin. Ethan construisait quelque chose avec des Legos, concentré, sa langue dépassant légèrement comme il fait toujours quand il réfléchit dur. « Papa, a-t-il dit sans lever les yeux, tu te souviens de mon cahier? »« Oui. »« Est-ce que tu penses que d'autres enfants devraient faire ça? Écrire ce qui se passe? » J'ai réfléchi. Je pense que si un enfant se sent en danger, oui, l'écrire peut aider. Mais l'idéal serait qu'il puisse simplement parler à un adulte de confiance. C'est pour ça que j'ai fait le club de la vérité, pour qu'il y ait toujours quelqu'un à qui parler. Ce garçon, 10 ans, et il comprenait déjà des choses que beaucoup d'adultes n'arrivent jamais à saisir. Tu sais ce que j'ai appris? J'ai dit. Quoi? Que parfois, les enfants sauvent les adultes autant que les adultes sauvent les enfants. Il a souri. On s'est sauvés mutuellement. Oui, c'est exactement ça. Une brise légère a fait bruisser les feuilles de l'érable dans la cour. Quelque part dans le voisinage, un chien aboyait. Une voiture est passée, ses phares balayant brièvement le porche. Des bruits normaux, une soirée normale, une vie normale. Après des années de silence forcé et de plans secrets, de mensonges et de trahisons, cette normalité était le plus grand cadeau. Papa? Oui. Bonhomme? Je t'aime. 3 mots. Si simples, si puissants. Je t'aime aussi, Ethan, plus que tu ne pourras jamais savoir. Il a continué à construire avec ses Legos. J'ai continué à me balancer doucement dans la vieille chaise de Margaret. Et dans ce moment parfait et ordinaire, j'ai compris quelque chose de fondamental. La famille n'est pas toujours le sang. Parfois, c'est le choix, le courage, l'amour qui persiste même quand tout semble perdu. Derek était mon sang, mais il m'avait trahi. Ethan était mon sang aussi, mais plus que ça, il était mon choix. Et j'étais le sien. On avait construit quelque chose ensemble à partir des ruines. Quelque chose de solide. Quelque chose de vrai. Cette nuit-là, après avoir bordé Ethan, je suis resté un moment dans l'embrasure de sa porte, le regardant dormir paisiblement, son visage détendu, sans peur. Le petit ours en peluche que Margaret lui avait acheté avant sa naissance, serré contre lui. « Bonne nuit, mon garçon », j'ai chuchoté. « Tu es en sécurité. Tu seras toujours en sécurité. » Et je le pensais, de tout mon cœur, parce que c'est ça, être parent. Ce n'est pas la biologie, c'est la promesse, la présence, la protection. C'est être là quand un enfant terrifié trouve enfin le courage de parler. Et c'est écouter, vraiment écouter, parce que parfois, les mots d'un enfant ne sauvent pas juste une vie.
Ils en sauvent deux.